Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce rendez-vous, le rendez-vous de l'environnement sur Eden TV. Alors, depuis quelques semaines, le ciel gronde, les pluies redoublent d'intensité et les conséquences s'enchaînent. Routes inondées, maisons englouties, récoltes perdues. Les fortes pluies qui s'abattent sur notre pays et bien au-delà ne sont plus de simples aléas climatiques, vous le savez très bien. Elles sont devenues les signaux d'alerte d'une nature qui, face aux excès de l'homme, semble vouloir reprendre ses droits. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous nous interrogeons, ces intempéries sont-elles le fruit d'un dérèglement passager ou les premiers chapitres d'une crise climatique plus profonde? Sommes-nous réellement préparés à faire face? Pour y répondre, j'ai des experts ici sur ce plateau. Marcel Adibouignon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes assistant de recherche au Labo Clim, vous êtes secrétaire général de l'initiative pour le climat et la protection de la biodiversité. Oui, bien sûr. Soyez les bienvenus sur Eden TV. Merci, monsieur Arthur. Et puis, à ma droite, César Kodjo Sono, vous êtes un habitué de ce plateau. Vous êtes spécialiste en réduction du climat, des risques de catastrophes eau et climat, président de l'OGEC Bénin. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, la première question s'adresse justement à vous, Monsieur Césaire. Quelles sont les principales causes les plus diluviennes dans notre région? D'accord, merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, il faut partir du contexte. C'est quoi une pluie? Oui. Une pluie, d'abord, c'est une précipitation d'eau atmosphérique qui tombe sous forme liquide. Liquide, ok. Voilà. Et lorsque ça tombe, ça peut tomber suivant des caractéristiques. Ça peut être une pluie forte, une pluie intense ou une pluie diluvienne. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de la pluie forte. Et donc, une pluie forte, c'est cette pluie-là qui peut enregistrer d'importantes quantités, d'accord, de millimètres d'eau sur une période courte. Ok, d'accord. Sur une durée courte. Sur une durée très voilà, courte. très Ok. courte. Et donc, ça peut retourner à des causes directes ou indirectes. Ah, d'accord. D'abord, c'est un phénomène naturel. C'est vrai que lorsqu'il n'y a plus, tout le monde a tendance à dire que directement c'est le changement climatique. Oui. Non, ce n'est pas C'est ce qu'on forcément a ça. l'habitude de dire souvent. Bon, l'habitude, mais ce n'est pas ce qui est réel. Oui, mais c'est quoi concrètement? C'est un phénomène naturel et qui a toujours été. Et donc, les changements climatiques viennent amplifier juste ce phénomène existant. D'accord. Ouais, donc, et l'impact que nous ressentons directement de ce phénomène-là est la conséquence de ces inondations que nous observons. Oui, tout à fait. Parce que ces derniers temps, le constat est là. Hein. Voilà. Nous voyons un peu d'eau, surtout dans les zones un peu comme Agla, Akpakpa, et puis... Ça, c'est en milieu urbain. urbain. Dans le milieu rural, c'est encore autre chose. Ok. Voilà. Alors, Monsieur Marcel, oui, de votre côté, Okay. qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Alors, je voudrais d'abord dire merci à M. Césaire et qui a d'abord facilité les choses, qui a permis à ce que vous soyez là sur ce plateau. Exactement. Oui. Je voudrais ajouter un peu à ce qu'il a dit en disant que les pluies que nous recevons ici, dans notre région, disons, nous sommes au Bénin. Tout à fait. Et les pluies que nous recevons sont des pluies qui proviennent de la zone de convergence intertropicale et qui sont liées aux pluies de mousson. C'est-à-dire c'est... Qu'est-ce que vous mettez dans plus de mousson pour nous qui... Okay, c'est un peu étrange. La mousson, c'est en réalité une masse d'air qui provient de l'océan et qui quitte l'océan, qui va vers l'intérieur du continent. Suivez bien. Et ce que nous recevons, c'est la décharge en réalité de cette humidité-là. Et c'est ça qui nous mouille énormément. C'est ça qui nous mouille énormément. C'est ça en réalité la précipitation. C'est ça qui perturbe nos récoltes aussi. Justement, c'est vrai que ça perturbe nos récoltes, mais c'est un système naturel auquel nous devons nous adapter. Puisque, qu'on le veuille ou non, il y a ce que nous appelons zone de convergence intertropicale, qui est en réalité, qui s'occupe de la répartition des saisons chez nous, qui s'occupe de la répartition des saisons, notamment dans la région ouest africaine, tout ça, qui s'occupe de la répartition des saisons. C'est la quantité d'humidité que contient cette zone-là qui descend sous forme de précipitation. Vous suivez? C'est un peu ce que je peux ajouter à ce qu'il a déjà dit. Et si vous voulez, on peut aller en profondeur pour ceux qui
n'auraient pas compris. Oui, mais aller en profondeur, histoire de permettre à nos téléspectateurs de mieux nous comprendre. Ok, je rappelle aussi qu'on a 3 types de précipitations ici. Et on a des précipitations, comme je viens de le dire, qui sont liées à la mousson ouest-africaine, qui en réalité proviennent de masses d'air qui sont chargées d'humidité, des masses d'air océaniques qui circulent vers l'intérieur du continent. Et lors de leur déplacement, ils déchargent cette humidité et c'est ce que nous recevons sous forme de précipitations. Bien entendu, il y a des phénomènes antérieurs qui se produisent et que je ne pourrais pas expliquer ici. Mais il y a aussi des pluies que nous appelons des pluies thermoconvectives, qui sont de pluies très fortes, mais de très faibles, et des pluies très fortes, mais qui ne sont pas tellement intenses. Voilà, mais leur durée, c'est au plus une heure. Ouais. Donc, il y a aussi ce que nous appelons... les pluies qui vont au-delà d'une heure, comment est-ce qu'on peut les appeler? Non, ça, c'est des pluies qui sont de la saison normale, qui sont des pluies de la mousson. Les pluies thermoconvectives, c'est dû à des phénomènes atmosphériques locaux, au niveau local. Mais il y a aussi ce que nous appelons des pluies qui sont liées au déplacement des lignes de grains. Des lignes de grains, vous voyez, souvent, il y a des formes de nuages qui se forment à l'est, souvent, et c'est des nuages noirs, c'est des cumulonimbus qui se déplacent vers l'est, qui suivent le sens normal de déplacement du vent. Et puis, ces pluies sont d'intensité normale. Et puis, bon, voilà ce que je peux ajouter un peu à ce qu'il a dit. Alors, M. Césaire, quel impact ces pluies ont-elles sur les zones urbaines et rurales? Parce que tout à l'heure, vous venez de parler de zones urbaines, de zones rurales. Mais quels sont les impacts directs en ce qui concerne ces différents types de zones? Tout à fait. Ces impacts on peut les répartir en fonction des zones. En milieu urbain, ces impacts sont différents. Et notamment, nous constatons les premières infrastructures qui sont impactées, ce sont d'abord les routes. Lorsque cette quantité de pluie-là tombe en très courte période, ça inonde les voies et ça dégrade. Et donc lorsque les caniveaux, mais les collecteurs qui sont normalement destinés à faire circuler l'eau à sa destination sont peut-être remplis des déchets ou d'autres éléments. Ce qui bloque le canal. Ça bloque la circulation normale de l'eau. Et donc les routes sont inondées. Et vous voyez, vous allez constater souvent dans les zones de Cotonou et Calavi, vous avez cité tout à l'heure, c'est à quelques millimètres d'eau tombée, toutes les rues, toutes les zones sont impraticables. Donc c'est la première conséquence. L'autre chose, c'est l'habitation. Les habitats sont détruits. Et les maisons qui ne sont pas bien bâties, qui ne sont pas en dur, les conséquences frappent directement ces personnes. Et aussi, il y a des risques sanitaires. Puisque les enfants vont circuler dans cette même eau là pour aller à l'école, les femmes vont circuler dedans. Ça, c'est en milieu urbain. En milieu rural, cette fois-ci, oui. La conséquence est encore dramatique. Parce que, parce que tout ce que nous produisons, qui nourrit en réalité tout un pays, je vais parler du Bénin, ça provient de nos villes, de nos villages. Fait, oui. Voilà, donc ici, aujourd'hui, nous disons que l'agriculture béninoise est encore essentiellement pluviale. Nous sommes encore à cette étape-là. Et donc, si nous sommes encore à cette étape-là, ça veut dire que s'il n'y a pas plu, il y a problème. Et s'il y a plus que ce que ça doit être, il y a encore problème. Il faut que ça soit modéré. Modéré, la moyenne. Et donc, la première conséquence que nous ressentons de ces plus fortes-là, c'est la perte des récoltes, la destruction de la culture, des cultures. Donc, on perd. Là, ça entraîne forcément la baisse des chiffres d'affaires. La baisse des chiffres d'affaires, l'insécurité alimentaire et tout ce qui va avec. Il n'y a pas que ça. Il y a des secteurs qui sont impactés directement. L'approvisionnement en eau potable et assainissement, par exemple. Le secteur WASH, je vais dire le secteur WASH tout entier est impacté. Parce que, vous voyez, dans nos villages, on a encore un problème d'accès à l'eau potable. Pas à l'eau, à l'eau potable. À l'eau potable. Et donc, lorsqu'il n'y a plus, il y a cette quantité de pluie qui tombe comme ça. D'ailleurs, il y a des périodes où ça peut coïncider avec les pluies, le débordement du fleuve, des fleuves, des cours d'eau, simplement. Et donc, lorsque ça arrive, cette inondation peut arriver à contaminer les sources d'eau existentielles. Là, ça va les puits, par exemple.
les infections, les maladies. Les infrastructures d'assainissement, les latrines qui sont là, mais qui ne sont pas là, où il faut aller au WC, tout ça, ça impacte directement ces infrastructures-là. Mais là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Nous qui venons des zones fortement impactées, ce n'est pas facile. Alors, M. Marcel, vous avez sûrement quelque chose à compléter à tout ce qu'il vient de dire. Je vais dire que c'est en période de pluie que dans nos villages surtout, nous qui venons des villages, que vous venez du village? Oui, de quel village? Je viens du village de Wessé. Je suis Wessé Wagoudou. Mais Wessé est toujours un village maintenant? Nous sommes toujours village. Ok, d'accord. Je vais dire qu'en saison des pluies, d'abord une zone essentiellement agricole où il n'y a même pas d'infrastructure routière. Oui. Mais vous en avez quand même un peu? Non, pour le moment, on n'en a pas. Peut-être que l'État est en train de mettre en œuvre des politiques pour nous emmener. Vous savez, ce à quoi nous faisons face beaucoup plus là-bas, c'est le débordement des cours d'eau en période de pluie, notamment à partir du mois de juillet, où pratiquement il est quasi impossible à certains paysans de franchir l'autre rive de leur... donc de circuler librement. De circuler librement, voilà. Et il est arrivé que nous devrons aller au champ où nous sommes allés. Comment vous faites finalement? Moi, je sais nager. Ah, d'accord. À un moment donné, je prends le colis et puis je mets pour sur ceux qui ne savent pas le faire, comment? Ils retournent au village, ou soit ils étaient dans le champ. On reprend le processus de la vie antiquité. Et tout ça a ses conséquences directes de fortes pluies, disons. Oui. Alors, toujours avec vous, quels en sont les impacts sur la biodiversité? Parlons à présent de la biodiversité. Sur la biodiversité, les impacts sont divers. Vous savez, et en termes de... Vous savez, je vais prendre d'abord l'exemple des milieux humides. Oui. Lorsqu'il y a de fortes pluies, où les bas-fonds ont un niveau d'eau qui devrait remplir le bas-fond pour que... Voilà, le débordement de ces cours d'eau, où c'est plus intense, augmente le niveau de l'eau. Et habituellement, il y a des écosystèmes, il y a des habitats naturels qui étaient créés au niveau de ces écosystèmes humides. Oui, tout à fait. Ces habitats sont détruits, ça c'est un. Et on peut observer aussi le comblement de ces bas-fonds, de ces milieux humides, de ces écosystèmes humides, par le simple fait du recul de l'eau. Le recul, je vais dire, la période de retour de l'eau, puisque lors du retour, l'eau renvoie le sable voilà. L'eau fait marche en arrière. Et au-delà de ça, il y a des écosystèmes aquatiques qui peuvent, lorsque l'eau a envahi la surface, ces écosystèmes-là, ces espèces-là, peuvent ne pas pouvoir faire un retour, suivre la dynamique. Et là, souvent, quel est leur sort? Soit ils meurent là, ou soit carrément des paysans s'occupent de mettre... moi, par exemple, je m'occupe, dès lors que je trouve des animaux errants au bord des rivières, je les retourne dans leurs écosystèmes naturels, puisque habituellement, ils ont un écosystème auquel ils sont adaptés. Ils sont habitués, ils sont à l'aise. À l'aise, voilà. Donc ça, c'est au niveau des écosystèmes humides. Okay. Au niveau même, disons, de la faune, ou je vais dire de la flore, et lorsque, par exemple, il y a eu trop d'eau, c'est vrai que c'est bon pour... la suivi des plants. La suivi des plants. Mais il y a des espèces qui n'arrivent pas à supporter le trop plein d'eau. Il y a ce qu'on appelle le seuil. Et là, la conséquence directe, c'est qu'ils meurent, n'est-ce pas? Elles peuvent ne pas mourir, mais on peut avoir tendance à croire que c'est comme si ces plantes ont un déficit. Alors, bien qu'il y a de l'eau, vous allez dans les zones où il y a assez de végétation, vous allez constater que les espèces qui ne sont pas habituées à avoir de trop plein d'eau, ces espèces-là ont tendance à mourir, ou bien que vous avez des feuilles jaunes. Normalement, on devrait avoir des feuilles vertes. Ces feuilles sont jaunes, etc. Il faut attendre la période de retour pour qu'ils reprennent le système naturel. Sur la biodiversité, les impacts sont divers.
Donc, même si nous allons prendre les écosystèmes humides, toujours, on ne pourra pas quitter on ce pourra pas plateau. quitter ce Oui, plateau. Monsieur Césaire. Oui, tout à fait. J'allais ajouter simplement ce phénomène des érosions. Il y a ces phénomènes qui s'observent beaucoup plus. Bon, moi, j'ai beaucoup fait... Que mettez-vous dans érosion? L'érosion, c'est détachement des particules, d'accord. Lorsque ces quantités d'eau tombent directement, comme ça frappe le sol et ça peut dilater des particules directes. Et donc, à cela, ceux qui sont au bord des rivières, des cours d'eau, sont beaucoup plus impactés parce que la voie ne passe plus, il y a la dégradation de la terre, la terre n'est plus solide, épuisée. Donc, il y a cet aspect-là qui détruit non seulement l'habitation, et qui empêche même les activités socio-économiques. Parce que puisque la voie n'est pas praticable, le sol n'est pas praticable, quelqu'un qui est commerçant, voilà, citoyen les citoyens, les marchands, les transporteurs et autres. Donc ça impacte non seulement la biodiversité, mais également les activités socio-économiques, puisque les deux sont liés. Tout à fait. Alors toujours avec vous, Césaire, comment ces inondations influence-t-elle la qualité de l'eau potable? Puisque vous avez parlé tout à l'heure de l'eau potable, vous avez mis l'accent sur l'eau potable. Ouais. Oui, l'eau potable. Vous savez, lorsque on parle de la qualité de l'eau, il y a certaines normes que cette eau doit respecter. Et cette eau, ces qualités-là, ces normes sont connues par l'OMS. Vous voyez, et il y a des paramètres physico-chimiques et bactériologiques qui doivent être présents dans cette eau-là et pour qu'on puisse dire que cette eau est une eau de qualité. Et donc, lorsque, par exemple, l'eau, la pluie qui tombe, la pluie là est tellement acide, à un pH tellement inférieur, vous voyez, l'eau qui vient directement et qui est en circulation. Ceux qui essaient d'absorber ou de recueillir l'eau de pluie directement, et qui essaie de boire cette eau, boire de l'acide, c'est ça? Ça peut avoir de conséquences. Oui, parce que, effectivement, mais pour l'affirmer, il faut faire des analyses. Il faut faire des analyses. Vous savez... Donc ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça peut être lié à la région ou à la zone. Parce que l'acide dont nous parlons aussi provient également des gaz qui sont émis dans l'atmosphère. Et donc ces gaz, lorsque dans une zone où il n'y a pas tellement de particules chargées dans l'atmosphère, bon, probabilité est forte que cette eau-là soit plus acide ou basique. Voilà, vous voyez, donc ça dépend de la zone. Et donc si ça c'est un paramètre. Il y a aussi d'autres paramètres, les nitrates et autres, qu'on peut constater pour dire qu'effectivement, après à la décrue, c'est-à-dire après que l'eau soit passée ici, nous avons constaté, nous avons fait des analyses et nous avons constaté qu'il y a des paramètres tels qui ont manqué ou qui sont en insuffisance. Et qui font ces analyses, c'est des techniciens, oui, des spécialistes. Oui, des spécialistes. Il y a des laboratoires qui sont spécifiques dans cela. Moi, j'ai mené une étude récemment sur la vulnérabilité des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement à la variabilité climatique dans la commune de Dambo. Et j'ai constaté effectivement qu'en réalité, lorsque nous connaissons des périodes d'inondation, la qualité de l'eau n'est toujours pas consommable. Mais puisque la communauté n'en a pas, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, elle est obligée. Elle est obligée. Peut-être que dans un village, vous avez seulement un point d'eau. C'est un forage. Et c'est uniquement autour de ce forage que toute la communauté doit se rassembler. Mais si on traitait cette eau-là? Oui, si on traitait cette eau-là, nous allons encore connaître d'autres périodes d'inondation. Donc c'est cyclique en fait. Ok. D'accord, oui. Comment les inondations influencent-elles la qualité de l'eau potable, selon vous? Selon moi, vous savez, quand on parle d'inondation, il faut d'abord voir l'aspect, le secteur dans lequel cette inondation-là se produit. Vous savez, puisqu'il y a des secteurs où les cours d'eau, les rivières, et autres qui permettent d'alimenter les communautés sont plus loin. Pendant ce temps, pendant le processus de ruissellement, lors de son ruissellement, l'eau de pluie qui se transforme en surplus d'eau, qui devient inondation, se charge de déchets.
ces déchets-là vont alimenter les réservoirs d'eau superficielle. Je vais dire ça comme ça, les réservoirs d'eau superficielle. Vous savez, nos communautés, et moi j'en ai bu les eaux de rivières et autres, et on s'abaisse, on en prend. Voilà. Vous en avez pris déjà Oui, une fois? non, pas une fois. Je suis né au village. Vous êtes un habitué. Je suis, voilà. D'accord. Tout à fait. Félicitations à vous. Ces eaux, lorsque vous prenez ces eaux, vous avalez les déchets. Voilà, ça, c'est des conséquences, c'est des impacts physiques palpables oui. que vous pouvez observer même sur le terrain pendant des périodes de pluie. Même ici à Cotonou, ou dans cette zone, on peut en avoir. On peut en avoir. Ça, c'est des impacts qui sont visibles. Alors, sur la qualité de l'eau des puits, par exemple, ou des forages, et lors des ruissellements, vous savez, les eaux souterraines que nous consommons sont alimentées par les eaux de pluie qui descendent et que ces eaux-là vont recharger la nappe. Lorsque ces eaux proviennent de sources polluées, elles polluent ce qui est déjà, en place. Et puis, avant qu'on ne parle de qualité, il faudrait qu'on analyse cette eau-là. Comme Césaire l'a dit, il faudrait analyser la qualité de l'eau. Puisque globalement, je dirais ça comme ça, globalement, même les eaux que nous consommons sont des eaux qui sont essentiellement polluées. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. C'est des eaux polluées. On fait avec, on fait avec. Voilà. C'est Dieu qui nous sauve. Voilà. D'accord. Alors, Césaire, quels sont les signes visibles de la dégradation environnementale après de fortes pluies? Quels sont ces signes-là que l'on peut constater de façon visible? Oui, tout à fait. J'ai commencé à le dire tout à l'heure. Oui. C'est d'abord l'érosion, c'est ça qui est visible. Ok. Vous voyez. Et ça, c'est ce qu'on constate directement. D'autres signes visibles, c'est cette stagnation de l'eau à des endroits donnés. Okay. Dans des zones dépressionnaires ou dans des zones plus basses, on peut constater de l'eau stagnée. Voilà. Et après ces périodes-là, on peut constater des moustiques qui vont, des insectes qui vont circuler et favoriser la régénération d'autres espèces pouvant nuire à l'homme. Donc, à côté de ça, il y a également voilà, cette liaison entre l'homme et son écosystème direct, qui n'est beaucoup plus pas favorable. Parce que lorsqu'il y a plu et vous n'êtes pas dans un endroit protégé, bien pavé, encore que bien pavé, ce n'est pas ce qui est normal, parce qu'il faut laisser librement l'eau circuler. Donc, lorsque vous n'êtes pas dans des endroits comme ça, vous voyez, vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas envie de sortir, vous ne voulez pas toucher à des espèces données dans votre milieu. Donc, ça met un frein entre l'activité de l'homme, en ce que l'homme est et ce que l'écosystème directement donne. Et donc, d'autres signes visibles en milieu rural, par exemple, c'est la destruction des champs, comme nous l'avons dit. On constate la pauvreté. Ce sont des signes visibles. On peut voir que vraiment, celui-là qui dépend uniquement de cette partie de son champ, il n'en a plus, donc il devient chétif. Nous sommes villageois, comme M. Marcel l'a dit, donc nous avons vécu ces cas. Nous sommes tous villageois. Voilà, donc nous avons vécu et nous sommes encore dedans, ça n'a pas cessé. Et je ne sais pas si ça va cesser, mais nous croyons que avec nos actions, les innovations, ça va cesser, soyons optimistes. Est-ce que vous êtes optimiste? Je suis optimiste et je sais que on va faire l'effort. D'accord. Alors, quelles infrastructures sont les plus touchées lors des épisodes de pluie extrêmes selon vous? Bien, les infrastructures les plus touchées lors des pluies extrêmes ou des pluies de forte intensité. Est-ce que c'est les infrastructures non bien ficelées, dont la fondation ne tient pas bien souvent? Quelles sont ces infrastructures-là? Ça dépend du contexte dans lequel on se retrouve. Et vous savez, quand vous êtes dans une ville, le contexte est différent. Ici, il y a quand même ce qu'on appelle contrôle avant bâtiment, contrôle avant installation de l'habitat. Il y a la fondation, l'étude de sol, tout ça, et qui est d'abord faite avant même la construction. Voilà. Et il y a aussi la qualité de l'infrastructure utilisée pour la qualité du matériel utilisé pour l'infrastructure.
Si, par exemple, nous prenons un village quelconque où c'est beaucoup plus les infrastructures et les habitations sont construites en banco, je veux dire ça comme ça, en maison, en terre. Ça serait facile. Voilà, ce serait facile à une pluie d'éroder le soubassement là, très facilement. Très rapidement. Par contre, quand on vient dans une ville où je prends l'exemple de Cotonou, vous savez, je veux dire 90 ou même près de 98% des bâtiments sont construits en briques en dur, avec des fondations de très haut niveau. Il serait difficile à la pluie d'éroder. Par contre, ce qui pourrait être le plus impacté dans ces milieux, ce sont les infrastructures routières. Et peut-être la télécommunication ou les infrastructures de télécommunication qui peuvent être impactées par ce que nous avons appelé des tonnerres, par exemple, etc. Oui, voilà. Et dans les villages, c'est aussi les infrastructures routières sont aussi impactées, comme je l'ai dit. Mais en réalité, ces infrastructures, c'est parce qu'ils ne sont pas en réalité bitumés et que vous observez la dégradation de ces infrastructures. C'est vrai que même les infrastructures routières en forme de goudron, dès lors qu'il y a déjà un lit de poule qui s'installe et que l'eau, ça c'est un agent érodé, c'est un agent érosif. Donc dès que l'eau reste et puis les véhicules passent de jour en jour, ça commence par s'éroder et progressivement ça pourrait participer à la dégradation des infrastructures. Voilà. Même les poteaux électriques. Vous voyez, au niveau des poteaux électriques, d'autres poteaux ont tendance à tomber parce que érodés par les eaux de pluie, tout ça. Donc, mais qu'en est-il des zones rurales, par exemple? Une zone rurale, par exemple. Lorsque vous prenez une zone rurale, par exemple, les infrastructures, comme je l'ai dit, là-bas, il n'y a pas assez d'infrastructures. Mais ce qui est souvent le plus impacté... On a quand même des écoles. Oui, c'est ça, les écoles. Je vais dire, quand on va parler d'écoles, les écoles sont construites un peu comme ce qu'on a en ville. Voyez? Mais ce qui est beaucoup plus le plus impactant là-bas, c'est peut-être la vitesse du vent qui, lors des... je veux dire, lors du début de la saison, les vents de début de saison de pluie qui peuvent décoiffer les toits, tout ça, oui. Ça, oui, c'est ce qui est le plus récurrent dans les villages. D'accord. Césaire? Oui, merci beaucoup. Je vais aborder dans le même sens pour dire que ces infrastructures, au niveau, je vais beaucoup rester dans le milieu rural, puisqu'il a abordé pratiquement tout ce qu'on observe dans le milieu urbain. Dans le milieu rural, ces infrastructures sont construites peut-être en matière dure, mais la résistance n'est pas la même chose avec ce que nous pouvons observer en milieu urbain. Puisque dans une zone humide où nous avons construit en matière dure, si nous construisons ces mêmes infrastructures en milieu urbain, lorsqu'il y a un phénomène, il y a les phénomènes d'inondation qui passent, nous allons constater en réalité que la position géographique de cette infrastructure-là, ou bien les conditions géomorphologiques de cette infrastructure ne permettent pas d'être résilient, d'accord, en même temps que ce qui est construit en milieu urbain. Donc, la vulnérabilité dépend de la zone et dépend de la condition géomorphologique dans laquelle on se trouve. Alors, mais on aurait appris que les arbres quand même jouent un rôle dans l'atténuation de ces phénomènes-là. Quels sont ces rôles-là? Oui, tout à fait. Les arbres jouent un grand rôle et je crois que M. Massé va l'aborder encore plus en détail. Mais déjà, je voudrais dire que les arbres, ça permet déjà d'absorber une certaine quantité de l'eau. Vous savez que le rôle d'absorption. Oui, le rôle d'absorption. Vous savez que l'arbre fait partie, je vais parler de la flore en réalité, joue un grand rôle dans le cycle de l'eau. Dans le cycle de l'eau en détail. Donc, ça absorbe une quantité de l'eau. Et donc, les racines de ces arbres-là permettent de stabiliser le sol. Nous avons dit tout à l'heure que les signes visibles que nous voyons lorsqu'il y a des fortes pluies, c'est aussi l'érosion. Voilà, donc lorsqu'il y a des arbres, vous êtes dans un milieu où il y a des arbres bien, où il y a le phénomène de déforestation où n'est pas encore beaucoup plus approfondi, vous allez voir qu'il y a le phénomène d'érosion, mais ce n'est pas encore à une intensité donnée. Donc les arbres permettent de stabiliser le sol et d'absorber une quantité d'eau. D'accord. Oui, je suis à vous. Ok, d'accord. Disons que
globalement, dans un système comme le nôtre, l'arbre joue un rôle très essentiel dans le cycle de l'eau. Il a parlé d'absorption. Voilà. L'arbre absorbe en grande partie. Je vais commencer même par le processus d'absorption du CO2. L'arbre absorbe le CO2. Donc, c'est constitue en réalité un puits de carbone. Suivez bien. Et ce qui permet d'abord de régler cette histoire de pluie extrême qui peut venir après. Oui. Ça, c'est le premier élément. Secondo, l'arbre permet de réduire l'intensité du ruissellement de surface, qui est l'élément déclencheur de l'érosion. L'arbre facilite l'infiltration pour alimenter les nappes souterraines, pour nous permettre d'avoir de l'eau en période de récession pluviométrique. Voilà. L'arbre permet l'arbre facilite le processus évaporatoire qui est en réalité l'élément déclencheur de ces fortes précipitations. Alors, nous sommes déjà à la fin. Dites-nous, pour finir rapidement, quelle solution pour limiter les dégâts? Qu'est-ce que vous conseillez de faire? Bien, le premier élément qu'on pourrait conseiller de faire en termes de limite de dégâts liés aux fortes pluies, moi je pourrais conseiller d'abord, comme la politique actuelle en cours à travers le monde, de semer des espèces à croissance rapide, de faire le reboisement, mais à partir des espèces à croissance rapide. D'accord, à croissance rapide. Oui, des espèces à croissance rapide. Et ça rapidement. Voilà, de revoir le processus d'aménagement en milieu urbain et en milieu rural, parce que lorsque vous occupez le couloir de passage naturel de l'eau, vous êtes susceptible d'être inondé, d'un jour à un autre, vous êtes obligatoirement inondé. Qu'il pleut ou neige. Parfait. Césaire, oui. Ok, merci beaucoup. Malheureusement, le temps est parti. Le temps est déjà parti. Mais je vais m'appesantir sur 3 points rapidement. Il y a la culture du risque. Il faut déjà que nous rentrons dans cette dynamique-là, de la culture du risque, où chaque Béninois, chaque citoyen se situant dans une zone à fort risque, puisse savoir que le risque existe. Donc, quels sont les moyens ou bien les mesures qui sont disponibles et qu'on peut amplifier dans notre zone. Ça, c'est le premier point. L'autre chose, c'est à la conscience de nous qui sommes en ville, qui sommes villageois, mais qui résidons en ville. Alors, pour dire que les caniveaux ne sont pas en réalité faits pour recueillir les déchets, mais c'est beaucoup plus pour laisser l'eau pluviale passer. Sinon, nous allons, malgré les programmes, les politiques, les plans, nous allons toujours continuer à observer des phénomènes d'inondation. Voilà. Et l'autre chose, c'est beaucoup plus pour dire un appel à tous ceux qui sont acteurs impliqués, les activistes, ONG, partenaires, tout ça. Voilà, et tous ceux qui nous suivent. Nous sommes suivis également au niveau de la radio. Ouais, donc c'est très important que nous accompagnions les politiques et plans qui sont mis au niveau national. Il y a tellement de plans, il y a tellement de stratégies. Par exemple, la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes de 2019-2030 est en cours. Et en réalité, nous devons savoir que nous sommes dans l'OMM a déclaré que plus de 80% des catastrophes sont liées à l'eau. Et en réalité, donc, il faut accompagner ces plans-là pour aider les gouvernants à véritablement faire face à ces risques. Allez, merci beaucoup à vous, Césaire Kordio-Sono. Merci d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes spécialiste en réduction des risques de catastrophes eau et climat. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Marcel Adigbeyon, merci beaucoup. Merci. Nous espérons prochainement vous retrouver sur ce plateau. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices de Diaspora FM, téléspectateurs d'Eden TV, merci de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission. Merci pour votre écoute et pour votre disponibilité. Rebecca Ogou a réalisé cette émission. Gérard Roussa au son. Matéto Issel, lui, c'est le chef programme. Modeste Oudekbondi, community manager. Nous vous disons merci et à très bientôt pour un autre numéro de Au cœur de l'environnement.